Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Ligne Rouge de ce matin. Vous êtes sur Afrique Média, vous ne vous trompez pas. Le média est continental, mondial. On va en RCA. RCA justement où un rebelle français a été arrêté hier à Bangui et la police a trouvé chez lui un très important arsenal de guerre. C'est une affirmation qui a été faite par le porte-parole du gouvernement centrafricain, dont l'armée combat une rébellion. Et l'on sait qu'en RCA, ça c'est un rappel historique, que lors de l'élection présidentielle et législative de décembre dernier 2020, il y a eu justement la déferlance de ces mouvements de rebelles qui ont voulu aussi perpétrer un putsch qui a manqué. Et l'on fait donc un lien aujourd'hui sur la permanence de cette rébellion que combat l'armée avec l'appui de la présence russe dans le pays. Et c'est donc un Français qui tombe dans les mailles de cette armée et de cet arsenal qui est mis en place pour traquer les mercenaires en RCA. Comment comprendre la présence de ce mercenaire français en RCA et surtout l'arsenal de guerre dont il était en disposition dans son convoi, tout au moins dans sa voiture. On a trouvé même d'ailleurs d'autres effets assez étonnants dans sa voiture qui prouvent tout simplement que ce monsieur travaille depuis un certain temps, non seulement en RCA, mais aussi en lien avec tous ces mouvements de MLC, de FARC, et qui installent la permanence de l'insécurité des rébellions en Afrique centrale. Il est de nationalité française. Comment comprendre que la France, qui justement par voie médiatique venait de tancer la Russie comme étant celle qui héberge les mercenaires en RCA, comment comprendre que ce soit un Français qui tombe donc sur les mailles de la police et de l'armée de la République centrafricaine hier lundi avec un arsenal de guerre, du moins du terrorisme assez important. Bienvenue à tous. Vous êtes sur Afrique Média. On se retrouve avec Luc Michel, autant pour moi, qui est déjà à Bruxelles, géopoliticien. Et j'allais justement commencer par Alain-Jules Meignet, qui est journaliste, directeur de publication. Il est à Paris. On va retrouver les deux tout à l'heure. André-Christelle Fanga est supposé nous rejoindre dans ce studio. Madame et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Ligne Rouge. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous nous suivez des quatre coins du monde. Bon réveil à vous. Nous nous réveillons en Afrique avec Ligne Rouge. Cette ligne rouge va s'écrire justement ce jour au cœur de l'Afrique centrale et notamment au cœur de la RCA où il y a une bataille géopolitique, une bataille géoéconomique, une bataille pratiquement même diplomatique mais aussi sécuritaire. Cette fois-ci, elle a été médiatique depuis un certain temps. La France, par voie de médias interposés, RFI et France 24 ont passé le temps à accuser la Russie d'entretenir et d'héberger désormais des mercenaires en RCA et que ces mercenaires perpétraient justement des exactions sur les populations civiles. Mais c'est la réalité des faits qui est contraire depuis hier. C'est un Français qui est tombé donc entre les mains de la police centrafricaine et de l'armée qui combat ces mouvements de rébellion qui entretiennent l'insécurité, non seulement, je le disais à l'introduction, en RCA, mais pratiquement dans toute l'Afrique centrale. Vous le savez très bien, vous avez l'information et cela fait encore justement de beaucoup de commentaires. La mort ou l'assassinat du président maréchal Idriss Déby Itno, elle est le fruit d'un mouvement de rebelles qui justement se revendiquaient aussi pour prendre la prise du pouvoir. Même chose que ceux-là qui sont hébergés en RCA. Comment donc comprendre qu'au cœur de cette affaire, c'est un Français qui a été
capturé hier, justement avec un arsenal de guerre très important. Je commence par Alain Jules Millet. Vous êtes à Paris. Vous avez certainement suivi cette information qui est officielle. C'est un fait. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Je sais pas si d'autres médias vont déformer cette information. En tout cas, même le passeport de ce monsieur mercenaire de son État a été filmé. D'ailleurs, le voilà sur le petit écran. Alain Jules Millet, comment comprendre donc, après toute la campagne médiatique dont on a suivi tous ces derniers temps, que ce soit plutôt en français avec cet arsenal de guerre qui tombe entre les mains de la police centrafricaine et de l'armée? Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Hubert et Toundi. Bonjour à tous vos téléspectateurs, n'est-ce pas, à travers le monde, comme vous l'avez bien précisé. Alors, il faut comprendre quelque chose. J'ai pas eu beaucoup de temps, mais j'ai essayé de recouper déjà les informations concernant ce mercenaire-là, n'est-ce pas, ce barbouze, Guignolo, Jean-Rémy, s'appelle-t-il, hein, Guignolo. Alors, ça fait plus de 30 ans que je vis en France. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun Français qui a le nom Guignolo. Le nom Guignolet existe. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que c'est des gens en faux nom. Donc, Guignolo, Jean-Rémy est son nom soi-disant. Alors, Guignolo est le titre d'un film qu'avait réalisé le français Lautner, dont l'acteur principal était Jean-Paul Belmondo. Le titre du film, c'est le Guignolo. Il s'agit de quelqu'un qui était sorti de prison et donc qui allait en mission pour la France. Il allait en Italie. Donc, vous voyez tout ça, vous comprenez tout de suite que ce monsieur a eu un faux document, c'est-à-dire ce n'est pas son vrai nom. Et dans quelle mesure a-t-il pu avoir un passeport avec un faux nom? Il faut creuser. Je suis en train de voir, même comme je suis un peu, on va dire, un peu coincé parce que bon, suite à mon accident, donc ma double fracture à la main, je suis vraiment cantonné à la maison, je ne peux pas travailler, je ne peux pas sortir, mais j'essaie de recouper les informations de cette manière-là. Alors quand vous allez sur Google, vous tapez Guignolo Juan Rémy, ça n'existe nulle part. C'est-à-dire que, forcément, le nom Guignolo Juan Rémy n'est mentionné nulle part. Il faut aller sur Google. On va même sur Google Actualité, ça n'existe pas. En réalité, aujourd'hui en France, un seul média installé en France en a parlé. Il s'agit de Russia Today. Effectivement, l'AFP a fait un article à propos de ce monsieur, sans citer son nom, en disant simplement qu'un Français a été appréhendé en République centrafricaine. Bien évidemment, l'AFP, qui est, n'est-ce pas, la caisse de résonance de la politique française, envoie généralement ces articles à tous les journaux français qui, aujourd'hui, n'ont pas repris cette information. Les télévisions n'ont pas repris cette information. Ça veut tout dire. D'ailleurs, il y a un barbouze français très célèbre, Bob Denard, que tout le monde connaît. Comment était-il présenté par la presse française? Il était présenté par la presse française comme le barbouze français au service, n'est-ce pas, écoutez-moi très bien, des sanguinaires, au service des sanguinaires africains. Ça veut tout dire. Donc quand on voit le parcours de ce Bob Denard, on ne sait pas quel sanguinaire il allait défendre en Afrique. Au contraire, il venait pour faire des coups d'État, etc. Donc pas forcément pour les sanguinaires. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre certaines choses. On constate, avec amertume, bien évidemment, que ce monsieur a bénéficié, alias Guignolo Juan Rémy, a bénéficié d'un visa malien. Il bénéficie d'un visa malien, et comme par hasard, ce visa-là ne lui permettant pas de pouvoir effectuer un voyage en Centrafrique, il débarque au Mali le 11 novembre 2020 et arrive à Bangui par l'aéroport Bangui-Poko le 7 octobre 2020. Donc il est à Bangui depuis environ, on va dire quoi, depuis environ 5 mois, par là, 6 mois.
Donc, considérant qu'on ne peut pas voyager dans un avion avec des armes, il se pourrait donc que il a eu ces armes-là en Centrafrique. Mais qui lui a remis ces armes-là en Centrafrique? J'espère que les fins limiers, n'est-ce pas, de la police centrafricaine comprendront cela et essaieront de voir, par rapport à son interrogatoire, qui lui a donné ces armes-là. L'arsenal est impressionnant. Un fusil à lunettes, des pistolets, des mitraillettes, des armes, des produits pharmaceutiques, notamment du Viagra. Donc, ce monsieur, n'est-ce pas, on ne sait pas vraiment son nom, je vous dis bien qu'on ne sait pas son nom, parce que j'invite tous vos téléspectateurs d'aller sur Google, et même Google Actualité, ils comprendront que Juan Rémy Guignolo n'existe nulle part. Donc ce n'est pas son vrai nom. Et bien évidemment, s'il a pu s'établir ce passeport-là, ça veut simplement dire qu'il était en complicité avec certaines autorités françaises. Pour l'instant, on attend la fin de l'enquête, mais c'est un barbouze et il est forcément envoyé par une puissance. 1. Il a pu avoir un passeport frauduleux. 2. Quand vous voyez très bien, je parlais tout à l'heure du film Le Guignolo, effectivement, la personne qui fait les cascades dans Le Guignolo se nomme, je crois que c'est Rémy Julienne. Voilà, Rémy Julienne. C'est le cascadeur français très reconnu partout, même qui était reconnu partout dans le monde entier. Il fait les cascades dans Le Guignolo. Alors, j'ai fait un rapprochement. Rémy, c'est dans son prénom, et Juan, qui est Julienne, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il a fabriqué ça comme ça, il a pris Guignolo, avec T sur son passeport, mais le Guignolo, c'est avec, il n'y a pas T dans le film. Donc, comprenez très bien que c'est une grosse mise en scène par rapport à son passeport, et bien évidemment, il est forcément envoyé par une puissance pour pouvoir mener son action. Peut-être que c'était l'assassinat programmé du président Touadéra. Donc voilà, je m'arrête pour l'instant dessus et en continuant, n'est-ce pas, notre débat de ce matin, j'essaierai d'apporter d'autres éclaircissements par rapport à ce dossier brûlant dont la presse française tait honteusement, n'est-ce pas, les faits. Voilà. Et à vous, et il faut noter que l'AFP depuis hier a déjà fait mention et que c'est officiel puisque le gouvernement centrafricain s'est prononcé là-dessus. Le mercenaire alias Guignolo, Juan Rémy, a été présenté justement à la presse et vous faites bien de mentionner que ce monsieur est là-bas depuis novembre et justement l'on sait que l'élection présidentielle et législative avait lieu le 27 décembre 2020 et que d'ailleurs il y a eu un putsch manqué. Vous faites certainement, vous aurez dû faire le lien que ce monsieur, c'est pratiquement une intelligence qui a dû se mettre au service de tous ces mouvements. Merci à vous, Alain Jules Meignet. André Christelle Fanga, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Hubert Etondi, bonjour à tous les panélistes, à Monsieur Meignet qui est là, à tous les techniciens de Afrimédia. Merci de m'avoir invité ce matin pour justement débattre d'un sujet tellement important. C'est tellement important que nous n'allons pas avoir encore la langue de bois comme d'habitude. Nous allons aller droit au but, de mercenaire en mercenaire, ça en est de trop dans notre continent. Et je voudrais dénoncer ce matin une mercenaire du côté de Baganté, une mercenaire qu'on appelle Madame Célestine Ketcha-Courtez, qui veut fossoyer le parti RDPC, qui veut fossoyer l'élection du maire de Éric Niat, qui a été choisi par les conseillers municipaux du RDPC dans l'élection interne, qui ont décidé que c'est le Niat Éric qui sera le maire de la commune de Baganté dans leur conciliabule avec le mandataire RDPC. Mais Madame Célestine Ketcha-Courtez, française, est mariée à un Français, il faut le bien préciser, et aujourd'hui prend l'engagement de monter une fausse candidature d'une autre dame qu'on appelle Madame Nana pour venir combattre, alors que celui qui a challengé Monsieur Éric Niat au niveau des primaires dans leur parti a démissionné, a dit qu'il ne se présenterait plus. Donc on a monté une fausse candidature. Donc ce matin j'aimerais dénoncer cela avec la dernière énergie pour dire que notre pays a besoin de stabilité et que des mercenaires politiques
comme celle-là doivent arrêter leur manigance. Nous avons besoin de paix et la décentralisation doit prendre place. Parce que quand les Occidentaux, parce qu'il y a un slogan qui nous dit le père est président du Sénat, le fils ne peut pas être maire de Banganté. Nous avons vu George Bush père, président, George Bush fils, président aux États-Unis, ça n'a dérangé personne. Nous avons vu des successions litiges même. On a vu monsieur Bill Clinton quitter président. Ça c'est quand même une affaire interne du RDPC. Mais bien sûr, c'est pour ça que nous dénonçons, pour que l'opinion publique et que les responsables du parti puissent être au courant et qu'ils puissent prendre des décisions importantes, parce que le président Paul Biya est en danger. S'il y a déjà le ver dans le fruit, c'est-à-dire des gens qui ne respectent plus les consignes du comité central du RDPC, qui, le président Paul Biya est le président national de ce parti-là, ça veut dire qu'il est en danger, et surtout que c'est un ministre de son gouvernement qu'il a nommé qui agit de la sorte. Vraiment, il faut dénoncer de cela. Il faut quand même noter que ces ministres en fait beaucoup depuis. On va pas en débattre là-dessus, et qu'on a laissé. Il y a quand même laissé aller dans ces affaires-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est une affaire interne au RDPC et que Madame Kecha en a fait tellement qu'on l'a laissé aller. Peut-être que elle s'est dit qu'elle est déjà la super patronne de ce côté. Donc merci. Alors on entre en RCA. On rappelait tout à l'heure, d'ailleurs, il y a des informations qui viennent et qui précisent que justement ce monsieur, cet alias Vignolo, Juan Remy, travaillait en intelligence avec l'ambassade des États-Unis, de la France à Bangui. Ben, je crois que nous avons fait une très belle émission ici avec un de vos confrères, je crois Bachir, après l'interview de l'ambassadeur de Russie en RCA. Et j'avais dit ici que tout ce qui se passe en RCA, c'est la France qui est derrière. Que ça soit les faux comptes Facebook, que ça soit l'armement des rebelles, des rébellions, que ça soit même le programme politique écrit, c'est-à-dire de M. François Bozizé et de tout le reste, c'est la France qui a tout écrit. Tout s'est fait à l'ambassade de France. Donc aujourd'hui, ce n'est que le poteau rose qui est découvert en Mondiovision. Parce que nous avons aujourd'hui un mercenaire, ça c'est celui qu'on présente, parce qu'il y en a d'autres qui sont bien installés, parce que lui-même l'ambassadeur de France en RCA, c'est un mercenaire, il faut se le préciser clairement. C'est lui qui organise, qui orchestre toute la déstabilisation de la RCA. C'est lui qui a organisé, c'est lui qui a appelé, que ça soit les services de rébellion, que ça soit au Soudan et un peu de partout, pour faire coalition avec M. Bozizé pour détruire la nation centrafricaine. Donc, aujourd'hui, quand on arrête ce mercenaire, il y en a d'autres qui sont cachés, même au Cameroun. Vous savez qu'il y a plein de mercenaires qui ont été déployés un peu de partout dans notre sous-région pour déstabiliser notre sous-région. Donc, celui-là, qui d'abord a tous les documents, j'ai déjà oublié de saluer mon frère Meunier, qui est de l'autre côté, et qui a donné des informations extrêmement importantes. Comment se fait-il que ce monsieur, qui est arrivé d'abord, premièrement, avec de faux documents, deuxièmement, il est logé quelque part où personne ne sait ce qu'il fait exactement. Il se prend pour journaliste, il n'est plus journaliste, il se prend pour touriste, il n'est plus touriste. En fait, c'est quelqu'un qui a plusieurs fonctions à la fois. C'est le comportement typique des mercenaires. Vous savez que la presse est le terreau où tout le monde trouve rapidement de l'espace pour s'exprimer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce mercenaire, justement, a utilisé ce canal-là et pour davantage faire du désordre et créer des choses en Centrafrique. D'ailleurs, il y a ce qu'on dit qu'ils entraînaient directement les forces rebelles de M. François Bozizé. Attendons voir, nous pensons qu'aujourd'hui, c'est clair, la France, son ambassadeur et ce guignolé, peut-être c'est les guignols qu'on a envoyés, je ne sais pas, heureusement, qu'aujourd'hui, l'armée centrafricaine, les services de renseignement sont en train de travailler, les fins lignées des renseignements centrafricains sont en train de travailler pour débusquer, pour sortir des bois, tous ceux qui participent ou bien qui ont participé à la déstabilisation de ce pays-là. Voilà, on précise aussi que c'est justement lui qui avait planifié le coup d'État manqué en Guinée équatoriale. Vous savez l'actualité sur ce coup d'État manqué. Donc il livre des armes et des munitions au Tchad, au Mali, en Centrafrique. On peut donc comprendre pourquoi
il est arrêté et pris avec autant d'armes. Mais je voudrais donner une autre information, oui, parce que quand vous regardez pourquoi le corridor Cameroun-RCA a eu beaucoup de problèmes, et là, vous faites le lien avec une compagnie qu'on a chassée du port autonome de Douala qui appartenait à un certain Français. Et dans ce corridor, il y avait une lutte acharnée par rapport aux transporteurs. Et quand vous allez retrouver, il y avait tellement de problèmes entre Bolloré, Africa Logistique et certains transporteurs centrafricains. Et où on a essayé de porter le chapeau à un certain Sani Yalo par rapport à certains problèmes au niveau de la RCA. Alors qu'en réalité, ces barbouzes, justement, ces hommes-là travaillaient d'intelligence avec ce groupe-là dans le transport des armes et parfois, ces armes étaient dans des conteneurs avec des marqués Union, vous appelez ONU. Organisation des Nations Unies. Organisation des Nations Unies. Donc, voilà comment M. Vincent Bolloré, ce mercenaire et tous les autres transportaient les armes pour distribuer dans cette sous-région-là. Parce qu'en réalité, quand on voulait prendre le contrôle de ce corridor, c'était tout des problèmes parce qu'on savait qu'on allait découvrir le poteau rose. Parce qu'aujourd'hui, le trafic d'armes orchestré par ces gens-là, aujourd'hui, ont créé tout ce désordre que nous avons, que ce soit en RCA, que ce soit au Mali, que ce soit au Tchad et tout le reste. Donc, nous devons davantage travailler pour que nous puissions débusquer tous ceux qui sont d'intelligence avec les services secrets français. Parce qu'en réalité, quand vous regardez, même les armes qui sont au Mali, vous allez poser la question comment ces armes se retrouvent entre les mains des djihadistes et d'autres. Non, nous savons que les services secrets français livrent des armes aux rebelles. Parce qu'en réalité, tout cela, c'est pour faire perdurer leur mission, pour faire croire qu'ils sont là pour la lutte contre le djihadisme. D'ailleurs, j'ai suivi des émissions chez eux en France, eux-mêmes, par des Français. La France n'est pas au Mali, ou en Centrafrique et un peu de partout pour sécuriser, pour séparer les belligérants entre les forces rebelles et les forces gouvernementales. Non, elle est là pour sécuriser ces territoires où ils ont des intérêts, que ce soit des intérêts miniers, pétroliers et tout le reste. Donc, aujourd'hui, ils sont obligés de procéder à cette stratégie-là, d'armer des rébellions, d'armer des gens pour dire que non, nous sommes là pour la sécurité. Donc, il faut véritablement travailler dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est l'un des mercenaires français qui a été découvert. Ils sont nombreux. Il faut aussi ceux qui sont en France assis. Vous savez que le coup d'État qui a été fomenté pour déstabiliser la Guinée équatoriale était fait depuis le Hilton, un hôtel en France. C'était fabriqué là-bas. C'est juste ces éléments de terrain qu'on a voulu utiliser pour qu'ils puissent aller déstabiliser la Guinée équatoriale. Donc, nous pensons que nous sommes en danger. Nous avons des barbouzes au milieu de nous, des soi-disant journalistes, des soi-disant, surtout français, des soi-disant touristes, des soi-disant membres des organisations non gouvernementales venues de l'Occident, ne sont pas là pour notre bien. C'est pour ça qu'il faut véritablement vérifier. Et quand vous vérifiez, vous trouvez que ce monsieur a un passeport faux. Donc, normalement, il doit d'abord être arrêté pour faux et usage de faux. Dans ce pays-là, donc, c'est authentique, c'est clair. Il doit être d'abord arrêté pour faux et usage de faux, fausse identité et tout le reste. Maintenant, avant de découvrir tous les autres éléments qui sont là-dessus. Parce que quand un monsieur a des médicaments, et surtout le Viagra, ça veut dire qu'il avait un projet. Et vous savez que les Français, leur travail, que ce soit la mission Sangaris, vous vous souvenez, leur travail c'était de dévergonder les jeunes garçons et les jeunes filles en Centrafrique. Donc quand ce monsieur s'arme de Viagra, ça veut dire qu'il avait un projet d'avant. S'il n'a même pas commis beaucoup de dégâts, parce que c'est lui aussi, il avait beaucoup d'argent, hein. Il faut le préciser, il avait beaucoup d'argent pour monter quelques Centrafricains en leur soudoyant avec un peu de sous que non, aller dire que l'armée russe commet des exactions sur nous, ou bien faut faire des faux témoignages que RFI va récupérer, France 24 va récupérer et faire de la publicité. Et les ONG démoniaques comme Amnesty International, Human Rights Watch, vont prendre et faire des relais. C'est lui qui était chargé justement des recrutements, parce qu'il visitait les lieux de prostitution, les lieux de dévergondage et de tout le reste là, et il soudoyait ces gens avec beaucoup d'argent. Donc,
c'est eux qui pouvaient donner des fausses informations, qui pouvaient donner de faux témoignages et qu'on profitait pour faire pour saboter l'action des coopérants russes en Centrafrique. Juan Rémy Guignolo, alors son film vient de s'arrêter, cela pour Alain Jules Meignet, c'est un acteur qui est en train de jouer un film, et là c'est un film sur le terrorisme. Mais c'est Alain Delon. Ce film vient de s'arrêter et il est là à l'écran, pratiquement menotté. Alors là, peu de médias en parlent justement, comme le disait Alain Jules Meillet. En tout cas, la presse française, RFI et France 24, qui sautent toujours sur toutes les informations, sont bouche bée. C'est pratiquement cousu de ce côté. Luc Michel, vous êtes à Bruxelles, géopoliticien. Alors, comment comprendre cette affaire et ce mercenaire, sa présence surtout en Centrafrique depuis novembre 2020 et qu'il se trouve toujours là aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé en Centrafrique, avec cet important arsenal militaire. Est-ce que vous confirmez tous les liens qui sont faits, les informations qui sont données, que c'était le cerveau du coup d'État putsch manqué en Guinée équatoriale et qu'il livre des armes pratiquement au Mali, en Centrafrique et pratiquement un peu partout en Afrique centrale. Luc Michel, bonjour et bienvenue. Je pense qu'il faut s'en tenir au fait et revenir à l'affaire. On n'a pas encore mené l'enquête à Bangui. Moi, j'ai eu Bangui hier, j'ai eu le cabinet de Touadéra, et je peux vous dire que toutes les informations données sur la Guinée équatoriale, le Mali, etc., rien ne les implique. Ce qu'il faut retenir tout d'abord, c'est que contrairement à ce que vous pensez, on parle beaucoup de l'affaire dans les journaux français, notamment Europe 1, notamment RFI, mais on publie une dépêche tronquée émise par l'AFP et qui se termine par un paragraphe, c'est un tiers de la dépêche. On ne parle plus de ce mercenaire Barbouze, mais on parle des firmes de sécurité russes qui sont en Centrafrique pour dénoncer la déstabilisation de la France dans le pays. C'est de nouveau la manipulation de l'information. 48 heures après RFI qui attaque Afrique Média ou moi-même précisément sur la question de la présence russe en Centrafrique, on peut voir aujourd'hui qu'il y a effectivement des mercenaires en RCA, mais que celui qui est arrêté est une barbouze française. Alain Jules a raison de dénoncer le faux passeport. Il y a actuellement une série télévisée célèbre qui est publiée par Canal+. C'est le Bureau des légendes. On vous explique comment on forme, comment on crée de fausses identités et personnalités aux barbouzes françaises. C'est à ça qu'on assiste. Regardez avec quoi il a été arrêté. Il a été arrêté avec surtout, pas seulement des armes, mais des munitions, en nombre important, des Viagra. On sait que les groupes rebelles un peu partout en Afrique centrale sont grands consommateurs de ce Viagra, parce que le viol est pratiqué comme arme de guerre. Il y a encore samedi matin, le conseiller à la sécurité de Touadéra, Valérie Sakharov, qui dénonçait les crimes contre les populations commises par les gens de la CPC. Regardez bien les armes, ce ne sont pas des armes qui permettent de faire de la guérilla, etc. Ce sont des armes légères, il y a même des fusils munis de silencieux, ce sont des munitions, ce sont des choses qui sont destinées à équiper des cellules dormantes. Actuellement, il y a un travail de contre-espionnage qui est mené dans toute la Centrafrique pour débusquer les cellules dormantes laissées en arrière par les groupes rebelles qui fouillent le pays. C'est de cela qu'il s'agit. Vous noterez qu'il est arrivé, on ne sait pas très bien comment, puisqu'il a un visa malien, il est arrivé au mois d'octobre. À cette époque-là, déjà, j'annonçais l'organisation d'une révolution de couleur à l'occasion de la présidentielle en Centrafrique. Visiblement, elle était accompagnée, il s'est révélé dès la fin du mois de décembre,
qu'elle était accompagnée, puisqu'il n'y avait pas de soulèvement de la population possible, Touadéra est populaire, les Russes sont populaires, eh bien, il était accompagné de l'organisation d'un coup d'État avec Bozizé. Ce monsieur, visiblement, est entré dans le pays pour préparer l'organisation de ce coup d'État. Jules Meignier a raison de détailler, nous sommes devant ce qu'on appelle donc une légende, c'est-à-dire une fausse identité. On n'a pas de traces de ce monsieur précédemment. Il ne faut pas raconter des histoires sur la Guinée équatoriale, etc. On n'a pas d'éléments. Il faut s'en tenir à ce qu'on a. Ce monsieur est arrêté par le parquet de Bangui et il va faire l'objet d'un mandat d'arrêt international pour participation à des activités terroristes. Maintenant, ce qu'on craint à Bangui, c'est la réaction qu'il y ait une tentative des Français pour le faire libérer. On souhaite qu'il soit jugé et condamné en Centrafrique. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Retenez bien, c'est qu'il se présentait comme un journaliste. Les journalistes sont le canal d'entrée des barbouzes françaises et américaines dans le monde. En particulier, il était lié à la télévision qatari Al Jazeera. On sait que dans tout le printemps africain et le printemps arabe, Al Jazeera, qui est la télévision du Qatar, est liée à des activités non pas d'information mais de barbouze. En particulier, vous savez que le Qatar était, en 2019, il y a eu une longue crise diplomatique entre le Tchad et le Qatar. C'était les organisateurs de la précédente colonne rebelle qui était descendue vers le Tchad. Et Djamena avait protesté, il y avait une longue crise avec le Qatar. Je vais vous donner une dernière information, c'est que la veille de son arrestation, il a été exfiltré par la sécurité du président Touadéra de groupe de journalistes qui s'approchaient du président pour le filmer. Il accompagnait un caméraman d'Al Jazeera et la sécurité, parce qu'il n'avait aucune désaccréditation, la sécurité de Bangui l'a fait exfiltrer et sortir du cortège présidentiel. Nous avons donc les méthodes traditionnelles des services secrets français. Ils sont habitués depuis 60 ans, c'est lié à la France-Afrique. Les services secrets français qu'on appelait le SDEC, qui s'appelle maintenant la DGSE, sont habitués de ce genre de choses. Et Alain Jules Meignier citait Bob Denard. Bob Denard, officiellement, depuis la sécession du Congo au moment du Katanga, au moment de Lumumba, les crises de mercenaires, jusque le coup d'État au Comores, qui a amené Bob Denard au pouvoir pendant plusieurs années, eh bien, était notoirement lié, il ne s'en cache pas dans ses mémoires, où il s'appelle le corsaire de la République, était notoirement lié, justement, au service secret français et à leur siège à Paris qu'on appelle la Piscine au boulevard Mortier. C'est quelque chose d'important parce que on a un peu l'impression que cette arrestation, au moment où RFI raconte n'importe quoi, notamment sur Afrique Média, elle intervient un tout petit peu, ce sont les hasards de l'actualité, mais pour recadrer ces médias français et leurs médias mensonges. Nous sommes dans une double guerre de basse intensité avec des cellules terroristes, fourniture d'armement à ces cellules, etc., de moyens logistiques, et en même temps, une guerre de l'information. Les Français n'ont pas su éviter de donner l'information, mais allez voir RFI, allez voir Europe 1. Il est particulièrement scandaleux, au moment où les Français sont pris la main dans le sang, avec, je le répète, un mercenaire barbouze qui a un faux passeport et une fausse identité, il est particulièrement scandaleux qu'on a encore le culot ce matin de mettre en cause ces firmes de sécurité russes qui sont en train précisément de rétablir l'intégrité de la sécurité de la République centrafricaine et en particulier d'assurer la sécurité du président Touadéra. Michel, beaucoup d'appelants se sont bousculés tout à l'heure, je crois, avant de faire le second tour. Peut-être qu'on va aller regarder au standard si les appelants se trouvent de ce côté-là.
Est-ce que nous avons des appelants? Il y a des personnes qui se sont présentées aussi pour pouvoir intervenir sur ce sujet. Peut-être on va revenir. Alors, André Christelle Fanga, dans cette affaire, certainement, c'est un bis repetita. C'est-à-dire en 2018-2019, il y a déjà un certain... Voilà, on va, avant de parler de ces bis repetita, on va prendre un appelant qui nous rejoint à l'instant. Monsieur, bonjour et bienvenue sur les rouges. Votre contribution sur ce sujet concernant l'arrestation. Baba Soulé, bienvenue. Votre contribution sur cette actualité de plusieurs RCA français, un mercenaire arrêté avec un important arsenal militaire. Vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, bonjour. Je me présente, je m'appelle Baba Soulé. Je vis en Asie, plus particulièrement en Mali, aux Philippines. Je vous suis, ça fait déjà une année. Alors, je suis très ému d'apprendre qu'il y a un mercenaire français qui a été arrêté en RCA. Et je voulais aussi apporter ma contribution à cette arrestation, n'est-ce pas, plus particulièrement, n'est-ce pas, je voulais un peu conseiller. Tout le monde a besoin de donner des conseils. Je voulais conseiller, n'est-ce pas, aux dirigeants africains, plus particulièrement à l'Afrique centrale, n'est-ce pas, d'accentuer, n'est-ce pas, le contrôle des frontières et aussi de bien veiller, n'est-ce pas, à ces étrangers qui viennent, n'est-ce pas, parce que nous qui vivions à l'étranger, nous n'entrons pas dans des pays, n'est-ce pas, illégaux. Nous avons des contrôles d'identité. À chaque année, on doit se présenter. Je crois que, alors, pour en finir, je suis très ému et je suis très content. J'attendais que ça se passe parce que j'avais un sentiment qu'il y avait des mercenaires, n'est-ce pas, étrangers qui se basculaient entre les frontières du Cameroun, de la RCA, du Tchad, de la Guinée équatoriale, du Gabon, etc. Alors, en un seul mot, je demande aux dirigeants africains, n'est-ce pas, d'accentuer, n'est-ce pas, le contrôle des frontières, de passeports et de tout. Et aussi injecter, n'est-ce pas, recruter plus d'agents de sécurité, n'est-ce pas, pour travailler en civil. Merci beaucoup, je vous remercie et je remercie M. Hubert Etoudi. Et aussi, je félicite M. Luc Michel, qui est toujours avec nous et je suis très content qu'il soit avec, n'est-ce pas, Afrique Média. Alors, je souhaite longue vie à Afrique Média. Merci beaucoup. Merci, revenez-nous toujours parce que vous avez exprimé le besoin de pouvoir intervenir le plus souvent dans le cadre de cette lutte pour la sécurisation du continent et surtout l'Afrique centrale. Narcisse est au Cameroun. Monsieur, bonjour et bienvenue sur les Rouges. Bonjour, je suis plaisir de participer à l'émission. Moi, je crois que dans cette affaire-là, il n'est plus question d'attendre. On a trop attendu. Hein, comme nous dit comme nous dit notre frère Berdin de Bujumbura là. Moi, je crois que maintenant, il faut à l'acte. Ces hommes-là, on les attrape, on a un monde de vision, on les interroge, on les prend en visible pour que les Français voient ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils étaient capables de tuer plus de 200-300 Centrafricains. Les Français ne parlent pas. Mais quand on va tuer un Français, ils vont commencer à parler. Il faut maintenant montrer ça à monde de vision. On le prend en monde de vision que les Français voient ce qu'ils sont en train de commettre en Afrique. Merci beaucoup. En tout cas, l'actualité reste là. Vous êtes très abondant à solliciter à intervenir ce matin. On va à Bujumbura avec notre ami Delphin. Delphin, bonjour et bienvenue sur Ligne Rouge. Bonjour mon très cher frère. Je vous remercie une fois de plus les équipes de la régie de m'accueillir à la maison. Je transmets mes salutations bien sûr à tes invités, mon frère Fanga, mon cher ami Luc Michel et mon autre cher ami Jules Meunier.
Donc, l'essentiel ayant été dit, je vais un peu mettre de l'eau dans le moulin de Luc Michel. Effectivement, il y a des médias qui en parlent en France. Mon cher aîné Luc Michel a cité Europe 1. Moi, je peux citer La Provence, qui est un magazine qui est dans le sud de la France. Donc, l'affaire là est tellement grosse que la France ne peut pas se permettre de la dissimuler, même si effectivement elle essaye toujours de fignoler et de rebondir sur les soi-disant mercenaires russes. Pour ma part, je vais répéter ce que j'ai dit hier. Je fais une petite parenthèse pour remercier une sœur qui m'a interpellé dimanche matin. D'ailleurs, c'était Hubert Etondi qui tenait le plateau. Je suis heureux de constater que la façon de faire du Burundi, du Rwanda, se répercute dans des esprits éclairés du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mon frère, même qui s'exprimait avant, est allé dans le même sens. Dans le Burundi des années 90, nous avions déjà affaire à des énergumènes comme celui-là. À l'époque, l'ex-président Nkurunziza était encore, je dirais, un jeune homme. Il avait mon âge aujourd'hui. Il avait une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Il a pris le maquis. Donc, à partir des années 90 jusqu'au début des années 2000, nous avons passé toutes ces années à nous battre littéralement contre ce genre de personnes. Nous avions des mercenaires qui venaient de la Belgique, notamment, étant donné que nous sommes une ancienne colonie belge. Ils étaient eux-mêmes soutenus par la CIA dans cette région. Luc Michel a eu raison de rappeler que Bob Denard commence sa carrière évidemment dans le Katanga, mais aux côtés de Bob Denard, il y avait beaucoup d'autres mercenaires, ainsi que d'autres mercenaires dans cette galaxie-là. Donc nous avons passé des années à nous battre contre eux. Beaucoup de Burundais sont morts, mais d'autres mercenaires ont subi aussi la réciproque. Quand vous vous rendez dans les prisons du Burundi, vous y trouvez des gens de cet acabit. Nous n'hésitons pas à les neutraliser, soit sur le champ de bataille, soit avec des procès, j'allais dire, bien documentés, et ils encourent des peines de prison exemplaires. J'y étais encore en 2014, j'ai vu des détenus de ce genre-là. Nous, on ne plaisante pas. Luc Michel a raison d'insister sur l'inquiétude fondée qui ferait que l'Élysée et le Quai d'Orsay chercheraient à soustraire ce bonhomme de la justice centrafricaine. Il ne faut donc pas vous laisser faire. Il faut taper de la table sur le poids. Non plus qu'aujourd'hui, l'apport russe et chinois vous permet d'avoir de l'oxygène géopolitique, la capacité à refuser le dictat qui vient de l'Élysée. On n'est plus à l'époque de Charles de Gaulle, de Foccart et autres. Donc, il faut vraiment tenir bon là-dessus. Et je sortirai en disant que, je l'ai déjà dit, mais l'actualité prête, donc il est bon de le rappeler. Et justement, ce genre de personnes, maudits mercenaires, passez-moi le terme, qui fait que Monsieur Mesmer, Monsieur Pompidou ont insisté pour nous évincer des citoyens burundais qui étaient à l'époque basés au Gabon, justement parce que vous avez remarqué que nous autres les Burundais, nous ne nous laissons jamais faire, et ils ont eu peur que, eh bien, nous commencions déjà dès les années 70 à inciter nos frères et sœurs, nos voisins, nos voisines de la zone CFA à se rebeller, à vouloir récupérer leur honneur et leur intégrité. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les années 2021, au début du 21e siècle. Il faut vraiment changer la dynamique et ne plus hésiter à mettre cette petite Élysée en face de ses responsabilités. Ubuntu habga, c'est un kiron, ça veut dire le respect de soi ne se pas, il s'impose. Donc, mes chers frères et sœurs de zone C, prenez le train en marche, ne vous arrêtez pas. Afrique Média, le monde c'est nous. Merci à vous très nombreux à intervenir, à vouloir intervenir ce matin. On va peut-être nous demander d'être beaucoup plus précis pour les autres. On va rapidement au Cameroun parce que quelqu'un nous attend aussi en Espagne. Au Cameroun, Oscar Mondo au Cameroun. Monsieur, bonjour et bienvenue sur l'île Rouge. Oui, c'est moi qui vous remercie.
Je voulais apporter ma petite contribution à l'émission. J'étais en train de dire que je n'ai que les larmes vraiment pour pleurer, les yeux pour pleurer. Ça me révèle quelque chose. Ces armes-là sont passées par le Cameroun dans les convois ONU. Et j'avais cette impression-là, et ça, c'est la réalité aujourd'hui. Et je voulais révéler quelque chose au Cameroun. Au Cameroun, il y a des pick-up sûreté nationale conduits par les Blancs. Ne sont-ils pas tués des mercenaires? Vous êtes à l'antenne, monsieur. C'est la question que je pose. Après, les pick-up SN sont partout à Douala avec les Blancs au volant, les suppléants. Alors, Mondo est parti. On va, je crois, en Espagne cette fois-ci, avec un appelant qui nous a... Roland nous attend depuis l'Espagne. Monsieur, bonjour, bienvenue sur Ligne Rouge. Bonjour à vous, Hubert et Toudi. Bonjour à toute l'équipe Afrique Média. Un salut spécial à Monsieur Fanga et à Luc Michel. Alors, déjà, je vous sollicite en préambule, parce qu'avec le sujet qui défraie la chronique, le sujet du mercenaire qui a été appréhendé à Bangui, nous vous suggérons de faire au moins 3 émissions spéciales sur ce sujet. Et les émissions qui vont suivre, si possible, vous insistez aussi sur les bases militaires et le franc CFA. Aussi, bon, donc vous voyez un peu. Alors, donc là, parce que j'ai entendu un certain nombre de choses, comme quoi il a un passeport et c'est moi clairement là on voit que ce n'est pas son vrai nom, c'est un faux nom, ça se voit, mais ça reste un Français à mon avis et on l'a attrapé avec un document officiel. Donc ça veut dire que même l'État français est impliqué dans le faux usage de faux et dans ce banditisme international. Depuis hier, Touadéra devrait faire une déclaration pour demander des explications à la France, officiellement. Et s'ils ne réagissent pas, il commence d'abord par appeler son ambassadeur qui est à Paris pour consultation. Parce qu'il doit commencer à mettre les mécanismes d'une rupture des relations diplomatiques. Parce que sinon, ils vont l'emmerder. Moi, j'ai l'impression que nous sommes en train un peu d'aller doucement avec eux. Eux, ils jouent la montre. N'oubliez pas que c'est une affaire de survie pour eux. Donc, la manière dont je vois le traitement de l'information, j'ai l'impression qu'on tarde un peu trop. Vous voyez un peu? Alors, dans ce cas, moi, je suggère qu'au regard de tout ce qui se passe ces derniers temps, il faut activer une manifestation à Bangui, parce qu'il y avait des manifestations dernièrement, mais ce sont des manifestations d'un jour. Et vous savez, quand eux, ils voient ça, eux, ils en rigolent. Ils se disent, bon, là, ils sont un peu fâchés là, ils vont encore... Il faut une manifestation illimitée. Ça veut dire manifestation permanente devant l'ambassade de France et devant les bases militaires jusqu'à leur départ. Mais on doit profiter du fait que en Centrafrique, ce sont des trucs qui ne sont pas interdits, comme en Côte d'Ivoire par exemple, ou au Mali où l'armée vient mater les populations. Il faut autoriser à Bangui une manifestation de la population, une manifestation permanente. Pas une manifestation un ou deux jours, après ça s'arrête. Quand c'est comme ça, ils sont contents parce qu'ils recommencent l'imbécilité. Il faut une manifestation permanente, jusqu'au départ. Là, vous allez voir comment les caméras du monde entier vont davantage se braquer sur la Centrafrique. Parce que ce qui se passe là, c'est trop. Le faux usage de faux, détention illégale d'armes. Bon, alors, il y a trop de chefs d'accusation. Et il faut le prendre, le juger. 30 ans de prison, 40 ans à Bangui, dans une prison spéciale qui est gardée par les FACA, les Russes, les Alliés, tout le monde. Parce que c'est incroyable ça. C'est inexplicable. Je vais m'arrêter là parce que vraiment c'est révoltant. Révoltant, c'est d'ailleurs le mot de tous les téléspectateurs. Je rappelle que ce soit l'édition spéciale d'hier soir ou celle-ci, ça va très vite parce que le nombre de partages de ces émissions sur la toile fait savoir que l'émission, cette actualité a déjà fait le tour du monde pratiquement quand on arrive à près de 2000 partages près de 1500 partages pour une émission et justement on vient de débuter celle-ci qu'elle est déjà à près de 300 partages et ça veut dire que ça va vite, très vite dans la toile et que ça a déjà fait le tour du monde et que au regard de la gravité de ce qui se passe, vous avez certainement raison,
cher Roland. Nous allons insister là-dessus et que les autorités devraient aussi, justement, cette fois-ci, frapper du poing sur la table, parce que je disais que un bis repetita, on va revoir tout à l'heure, parce qu'il y a un mercenaire aussi français qui avait été arrêté comme ça en RCA et qui a fui pratiquement et qui a décliné le mandat d'arrêt international alors qu'il devait être ramené en RCA. Et cela n'a pas été. On va prendre Maître Javier Momo qui est avec nous. Il est au téléphone sur le terrain, dans le terrain de ces informations. Je ne sais pas s'il est là avec nous. Maître Javier Momo, bonjour, bienvenue sur Ligne Rouge. Vous êtes au téléphone pour ce matin, alors dans le champ de ces informations. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Hubert Etoundi. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Bonjour à vos techniciens. Bonjour aux appelants. Je pense que, en remettant sur la table le sujet de ce matin, vous avez pratiquement raison. Pourquoi? Parce que 24 heures après que RFI et France 24 aient tiré à boulet rouge sur Afrique Média, la vérité elle-même, elle est sortie du grand jour pour dire que Afrique Média n'est pas une chaîne de balade, c'est pas une chaîne de baliverne, c'est pas une chaîne de règlement politique interne. Afrique Média est une chaîne qui a la ligne éditoriale bien connue. Alors, Monsieur Hubert Etoundi, l'homme que vous présentez, mais voilà les gens qui ont tiré sur le président Déby. Mais voilà les gens, des snipers qui ont tiré sur le président Déby. Voilà des gens qui allaient détruire, tirer, assassiner le président Obiangema et toute sa famille en décembre 2017. Je suis entièrement d'accord avec Monsieur Jules Meignier, mais qui vous fait savoir que c'est un barbouze qui est en mission et qui a le feu orange. Qu'est-ce que le feu orange, c'est quoi pour l'Élysée? C'est que vous y allez, mais si vous avez des difficultés, nous, on vous méconnaît. Et justement, lorsque vous lisez les parutions, les publications de l'agence française de l'AFP de ce matin, on vous fait savoir que c'était un mercenaire au service des sanguinaires centrafricains. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le feu orange, il a arsenné le feu orange, mais l'Élysée maintenant est en train de se reculer. L'Élysée est en train de prendre du recul, justement parce qu'il a été découvert. Et c'est ce que Afrique Média vous dit tout le temps. Ce mercenaire que vous voyez, Monsieur Hubert Etoundi, c'est eux qui ont infiltré les FARC, c'est-à-dire au Tchad, c'est eux qui savaient, c'est eux qui ont reçu toutes les coordonnées GPS du président Déby au front. C'est eux avec les lunettes, parce que regardez bien l'arsenal. Regardez bien son arsenal. Il y a des lunettes à vision, même à vision nocturne. Il y a des longues vues, c'est-à-dire qui leur permettent aux snipers de savoir, voilà la cible est positionnée à tel endroit. Justement, vous êtes en train de montrer. Donc, vous voyez les lunettes. Ce sont donc des personnes que, après chaque opération militaire, la France laisse sur le territoire. Ils ont le feu orange. Et lorsque la France actionne le feu vert, c'est-à-dire, la France lui dit, écoutez, entrez en nation, vous avez la protection directe de l'Élysée. Voilà leur mission dans leur État. Et ce monsieur, il est en Centrafrique, pas parce que il est en balade. Regardez l'arsenal. L'arsenal vous fait savoir que c'est un homme qui est en mission. Et il attendait juste le moment propice pour entrer en nation. Non seulement en République centrafricaine, non seulement au Cameroun, parce que ce sont les mêmes barbouzes qui alimentent les rebelles du CPC, ce sont les mêmes barbouzes qui sont présents à Yaoundé, qui sont présents à Malabo en Guinée équatoriale, sous le couvert diplomatique de leurs États respectifs. Vous voulez nous faire comprendre que ce monsieur n'a pas le téléphone de l'ambassadeur de France en République centrafricaine? Mais est-ce que vous vous posez la question, avec cet arsenal, comment est-ce qu'il fait pour entrer en République centrafricaine avec cet arsenal? Ou s'il n'a pas cet arsenal sur lui, qui lui a donné ses armes en République centrafricaine? Vous comprenez donc que le financement des mouvements rebelles en République centrafricaine, c'est eux. La déstabilisation, c'est eux. Les coups d'État, c'est eux. Et puis, je vous dis, cet homme fait partie de ceux qui ont assassiné le président Déby. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous savons que il y a des snipers
qui, depuis la Libye, ont infiltré le FARC pour avoir, ils savaient pertinemment que le président Déby, lui, il va toujours au front. Eux, ils savaient pertinemment que le président Déby devait aller au front comme il a coutume de le faire, et comme la discipline militaire tchadienne l'exige. Ce sont les commandants qui sont aux avant-postes au front, et je pense que il y a un téléspectateur qui a appelé tout à l'heure pour dire qu'il faut organiser au moins 2-3 émissions spéciales, parce qu'en réalité, le monde est en train de découvrir le mal, le cancer de l'Afrique, le cancer dont souffrent les Africains. Ce sont ces hommes. Ce sont ces hommes qui sèment l'instabilité. C'est eux qui assassinent nos chefs d'État. C'est eux qui nous empêchent de lutter pour la disparition du franc CFA. C'est eux qui nous empêchent de vivre en sécurité dans nos États, et c'est eux qui alimentent la mort dans nos sociétés. C'est eux qui détruisent nos enfants avec des actes immoraux, puisque dans ces bagages, on a trouvé du Viagra. À quoi sert le Viagra? Justement, c'est pour le renforcement de sa libido, une libido que les soldats français nous ont fait savoir en République centrafricaine que leur libido était dirigé vers les enfants centrafricains de 8 à 10 ans. Nous pensons à un moment donné que le moment est venu. Le moment est venu pour les Africains d'ouvrir les yeux et de comprendre que la lutte lancée par Afrique Média, symbolisée par la ligne éditoriale d'Afrique Média, est en train de produire des fruits. Ils ont accusé les Russes d'être des mercenaires. Voilà les vrais mercenaires. C'est eux, je vous dis, c'est eux. Ce sont ces hommes, c'est cet homme et les autres qui sont encore embusqués dans des palais. Vous voyez où ils habitent, dans des palais. C'est eux qui ont sémé l'instabilité. C'est eux qui ont voulu assassiner le président Obiang en 2017. C'est eux ils étaient en train de préparer un autre coup pour le Cameroun, pour la Guinée équatoriale, pour le Congo. C'est eux qui ont assassiné. J'emploie maintenant le président. C'est eux qui ont assassiné le président Déby, parce que les informations top secrets que nous avons font état de ce que des snipers ont infiltré les FARC. Et là, je reviens. Ils avaient les coordonnées GPS du président Déby, et lorsque le président Déby est apparu à des kilomètres avec ces lunettes que vous voyez au sol, ils ont repéré sa position, ils ont tiré sur le président Déby et ils ont été exfiltrés. Voilà l'insécurité, voilà l'origine de l'insécurité et de l'instabilité dans notre sol africain, par ces gens que nous avons pris pour des demi-dieux, ces gens que nous avons cru à un moment donné qu'ils étaient venus pour nous montrer la route de la liberté, la route de la paix et la route de la prospérité. Non, ils sont là pour nous anéantir. Voilà les partisans de l'Afrique sans les Africains, parce qu'ils sont là pour maintenir l'instabilité. Et le président Déby est mort, a été assassiné, justement parce que il a dit non à cette instabilité en République centrafricaine, non à cette instabilité au Cameroun, non à cette instabilité en Guinée équatoriale, non à cette instabilité en République du Congo, au Gabon et dans tous les autres États. Monsieur Toundi, je pense que vous allez alerter la direction générale d'Afrique Média pour que des émissions se multiplient, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas, je ne peux pas garder le téléphone longtemps. Nous avons des informations top secrets sur l'activité de ce Kinolo que vous êtes en train de voir. En réalité, je vous dis, il avait le feu orange. Le feu orange, c'est allez-y, mais si on vous arrête, nous vous liquidons. Et l'AFC est en train de le liquider depuis ce matin. Le feu vert, c'est lorsque vous entrez en nation, vous assassinez, vous avez la protection de ceux qui vous ont commis. Ce sont ces hommes qui ont été infiltrés après avoir assassiné le président, le maréchal Idriss Déby. Non, merci. Peut-être si vous pouvez rester au téléphone et en nous suivant si vous avez des compléments d'information. Vous venez de faire un lien très important là que nous avons fait depuis hier en rapport avec la quadrature justement de ces mouvements de rébellion et l'intelligence qui est au cœur de leur activité, en rapport justement aussi avec l'assassinat du président Idriss Déby Itno et tout le mouvement qui devait se déferler en direction de la RCA et du Cameroun pour l'instabilité, parce que beaucoup d'autres cibles sont visées. Et vous revenez aussi sur le fait que ce monsieur était aussi en intelligence, justement avec le push manqué en Guinée équatoriale
Et d'ailleurs, il était aussi en intelligence, il travaille avec l'ambassade de France en RCA, puisqu'il est dans le pays depuis pratiquement octobre-novembre, quelque chose de ce genre-là. Alors, Monsieur Guignolo, il reste entre les mains de l'Office de la répression du banditisme, parce que c'est un bandit terroriste en RCA. Des faits d'accusation qui pèsent sur lui sont justement, un téléspectateur vient de dire là, très très importants. Je sais, on reste encore un instant au standard avant de revenir à Lamine Diop. Lamine Diop est avec nous au standard. Lamine, bonjour, bienvenue. Bonjour mon cher ami Hubert Etondi, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs, bonjour à Luc Michel, Alain Jules Meignet, monsieur Alain Jules Meignet et puis Christelle Fanga, monsieur Christelle Fanga. Effectivement, il a tout à fait vu juste. Je pense que les images qu'on voit là, il a absolument raison, monsieur Maître Javier Momo. Je pense que c'est des 50, c'est des BMG Barrett calibre 50, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle ces fameux fusils d'assaut qui permettent de traverser le béton. Et je pense que ce qu'ils ont utilisé pour tuer le feu maréchal Déby, mais si on revient sur le sujet, je pense que tant que Moscou, l'allié principal de Touadéra, continue à faire régner l'ordre afin de permettre les Centrafricains de pouvoir se développer économiquement, car l'économie n'aime pas le désordre et la guerre, ce que la France, en revanche, souhaite aux Centrafricains. C'est vrai, c'est terrible. Et ce type de saleté qui a été arrêté sera toujours anéanti tant que la Russie sera dans ce pays-là. Et aller demander à Paris pourquoi vouloir plonger la Centrafrique systématiquement dans des troubles étranges, cet État central français, c'est incroyable. Chez l'État central français, on est tyran de père en fils, boucher et héréditaire au massacre. En gros, le fils Macron se révèle le digne successeur de son père de Gaulle. Mais la Russie est bien en place ad vitam aeternam pour bloquer la machine barbare française qui a déjà fait la peau de Kadhafi et du feu maréchal Déby et autres. Maintenant, la perte de vitesse française sur le terrain s'est muée en quelque sorte à la traditionnelle barboserie que celui de cet énergumène présenté ici avant avec tout un tas d'arsenal de guerre. Mais la Russie veille au grain à ce paradigme, c'est-à-dire il y a pire qu'un ordre injuste, le désordre. Et puis je termine par là, mon cher Hubert Etondi, il faut absolument qu'Afrique Média ouvre un plateau sur ce sujet de déstabilisation qui guette l'État central français. Je pense que Luc Michel est au courant, M. Alain Jumené est au courant, et peut-être M. Christelle Fanga et vous-même, mais il faut ouvrir ce débat-là. C'est une information qui est peut-être passée relativement inaperçue durant le week-end dernier. Le Covid et tous les autres thèmes occupent une très large partie dans les journaux. Des généraux français à la retraite ont signé une tribune dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles pour mettre en garde la République française, en évoquant le délitement de la France et une intervention de l'armée pour sauver la France. On y est petit à petit, les coups d'État qu'il fomente en Afrique va arriver un jour en France, comme ce fut le cas avec ces tribunes. Et d'ailleurs, hier, une fois de plus, une guerre civile se prépare en France. Des soldats français en service, parce que la tribune était signée par des généraux à la retraite. Là, c'est des soldats français en service qui ont envoyé hier à Macron un nouvel avertissement glaçant après cette tribune précédente des généraux à la retraite, appelant à une action militaire contre la politique française. Ça, c'est intéressant. Il faut qu'on ouvre ce débat-là aussi similaire à celui de cet énergumène qui a tenté de déstabiliser la Centrafrique pour qu'on puisse aussi dégager quelque chose dans ce concept-là. Je m'arrête là. Vif Afrique Média, merci. Très nombreux, comme je le disais, on va aux États-Unis. Madame Peters nous rejoint ce matin. Chère madame, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Hubert, bonjour, Christelle Fanga. Bonjour, monsieur Alain. Je dis bonjour, PDG d'Afrique Média, je l'embrasse. Bonjour, président Banakani, que j'adore, Margot. Moi, je demande au président Touadéra de chasser l'ambassadeur de la France qui est à Centrafrique. Il faut le chasser. Pour chasser l'ambassadeur. Et puis cette base militaire-là, il faut que cette base militaire-là dégage de là-bas. Ne vous amusez pas.
Ne vous amusez pas. Le président Sadien, il était là, il parlait de la France, mais le diable avait sa base, celui. Dans l'Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, c'est assez l'ambassadeur de la France et aussi cette base. Vous savez, c'est parce que les Africains sont assoiffés du pouvoir. Si nous allons dire aux Centrafricains de laisser au moins le président Touadéra pour quelques années encore. Parce que la France, là, il faut quelqu'un comme Touadéra. Il faut quelqu'un comme Touadéra. Vous voyez la Chine a compris. Ils ont laissé leur président là. C'est un président à vie. Touadéra les dérange. Les Centrafricains, vous avez trop souffert. Donc vous devez changer la constitution pour que le président Touadéra reste un peu encore pour bâtir ce pays. Et la France doit quitter ce pays. Il y a un frère qui a parlé de manifestation permanente. Je pense qu'il a raison. Il a vraiment raison. Et puis ceux-là, ils ont Viagra. Ils ont Viagra pourquoi? Parce que le truc, ça ne se lève pas. Ça ne se lève pas. Donc ils prennent ça pour pouvoir sodomiser les enfants de là-bas. Ça ne se lève pas. Ce monsieur-là, il faut la battre. Il faut la battre devant tout le monde. Que les Français là, ils n'ont pas peur des Africains. Ils ont étudié le peu carré français. Nous on est là, on pardonne trop. Il faut qu'on écoute souvent les analyses de Delphin. Un petit pays comme chez Delphin, eux ils sont là, ils appliquent. Mais nous sommes là. Ce monsieur-là, il faut la battre. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Afrique Média, merci. I love you guys. Bye bye. Merci à vous, Madame Pinters. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que depuis hier, avec l'édition spéciale d'hier et ce matin, l'actualité a déjà fait le tour du monde et que d'ailleurs, vous êtes très nombreux à solliciter qu'Afrique Média puisse encore refaire d'autres émissions spéciales dans ce sens. Je rappelle, on va revenir sur un bis repetita parce que c'est des choses qui se répètent et que la France a toujours voulu taire en RCA. Donc cette fois-ci, je crois que les carottes sont cuites pour elle. On va à Yaoundé. C'est un ancien féru dans le domaine de la sécurité, directeur de publication de son État. Patriarche Bilois ici est au téléphone, je crois. Il est avec nous. Patriarche, bonjour et bienvenue. Est-ce que nous sommes en ligne avec Patriarche Bilois ici? Alors là, peut-être on va Est-ce qu'il est avec nous? Bon, ben, s'il y a... Ben là, pour vous trouver patriarche, c'est pas du tout facile, hein. Alors, c'est parce que vous êtes un patriarche, vous êtes à Yaoundé, justement, siège des institutions républicaines. Alors, comment vous appréciez depuis hier cette actualité, l'arrestation de ce mercenaire en RCA, un certain alias Guignolo? Alors là, votre poste téléviseur est où le volume, et c'est ça qui nous gêne. Réduisez le volume de votre poste téléviseur. Oui, je disais qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. La France ne change absolument rien. L'habillage peut changer, mais la substance reste la même. On connaît en Afrique la période où les mercenaires allaient destituer les chefs d'État et mettaient en place ce qui était choisi par la France. Et aujourd'hui, on revient sur cette vieille méthode. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. Mais ce qu'il faut dire à ce propos, c'est non seulement féliciter ceux qui ont réussi ce coup, et féliciter en même temps, même si le cochon ne se dit pas gras, féliciter en même temps Afrique Média. Parce qu'il faut avoir du patriotisme dans les nerfs pour faire ce que nous faisons. Et on nous appelle des complotistes. Nous acceptons cela parce que si le complotisme donne un coup de main à notre pays et à notre continent, je crois qu'il faudrait en faire un vaccin
et vacciner tous les Africains pour que nous soyons tous complotistes et ainsi défendre notre pays. Il est incroyable que des gens se permettent ce que la France se permet en Afrique. Il est inacceptable que on reste, si vous voulez, on reste silencieux alors que notre destin est en danger. Donc, ce qui se passe aujourd'hui me semble être très important. Et j'en appelle à tous les patriotes, à tous les panafricains, pour que la lutte soit permanente. Si elle n'est pas permanente, étant donné qu'il y a des endocolons, évidemment, ils vont passer par ces endocolons pour nous frapper. Et ce qui se passe en RCA est une illustration de ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, je vais dire ce que j'ai toujours voulu dire de vive voix, mais je suis obligé de le dire à la télé. Il est important aujourd'hui que nous ayons des bases de drones. Si nous n'avons pas de base de drones, puisque nous n'avons pas de satellites, on va faire de nous ce qu'on veut avec ces drones, avec des bases de drones. Donc, nous avons la commande. Nous pouvons, s'il faut donner une preuve au monde entier, faire passer un film de ce qui s'est passé. Si nous restons comme nous le sommes en ce moment, excusez-moi, si nous restons comme nous le sommes en ce moment, on va continuer à nous tuer, on va continuer à assassiner nos responsables sans que nous ayons des preuves à présenter au monde entier, sans que nous ayons des preuves pour confondre les criminels qui veulent venir en Afrique, rester en Afrique sans les Africains. Voilà le véritable problème de fond. On veut déstabiliser l'Afrique, on veut déstabiliser le Cameroun, on veut déstabiliser tous les pays africains pour que les endocolons et les colons reviennent s'asseoir sur notre territoire. Que la nature a donné, à qui la nature a donné tout. Et aujourd'hui, ça devient un motif de crime. Ça devient une malchance, ça devient un malheur parce que l'Afrique a tout et l'Europe n'a rien. Voilà. Donc, Hubert, j'ai dit, il est important qu'on se batte tous, mais la véritable bagarre, le véritable front, ce doit être des bases de drones qui nous permettent de voir tout ce qui se passe sur notre territoire. Nous n'avons pas encore de satellites capables de le faire. Les Blancs les ont, mais ils vous disent qu'ils combattent le terrorisme, alors que c'est eux qui sont derrière le terrorisme pour permettre leur installation sous le prétexte de venir en aide à l'Afrique. L'Europe, l'Occident ne peut pas venir en aide à l'Occident. Nous pouvons faire des partenariats stratégiques, mais ce que nous devons savoir, c'est que le salut de l'Afrique est entre les mains des Africains. On ne doit pas attendre d'autres pour qu'ils viennent faire ce que nous devons faire. Nous ne devons pas être là à prier les Je vous salue Marie et notre Père qui est aux cieux en pensant que le Dieu des religions abrahamiques va venir nous sauver. Le Dieu qui va nous sauver, c'est nous-mêmes. Parce que le Créateur, qui est le véritable Dieu, nous a donné la capacité de le faire. Nous devons en profiter pour que l'Afrique soit libre, indépendante et souveraine. Et l'Afrique ne peut être souveraine si elle n'est pas capable de défendre son espace aérien, si elle n'est pas capable de défendre son espace maritime, si elle n'est pas capable de défendre son espace terrestre. Voilà effectivement ce qui doit préoccuper l'Afrique. Parce que il faut quand même dire que dans le domaine de la sécurité proprement parlé, vous êtes pratiquement un expert
et que vous êtes aussi au parfum de toutes ces informations. Même chose pour Maître Momo qui pourra, dans la mesure du possible, nous revenir. Même chose pour l'activateur politique, l'ambassadeur François Bikoro, qui est certainement aussi dans un site dans le traitement de toutes ces informations, hein, dans toutes nos sources et tous nos relais. Alors là, je crois qu'on va prendre un dernier appelant au standard. Est-ce que nous avons un autre appelant? Alors là, je crois qu'on va prendre un dernier appelant au standard. Nous sommes avec un appelant. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à vous. J'espère que vous m'écoutez très bien. Vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour, j'ai suivi. Déjà, bonjour à tout le monde, bonjour à vos panélistes, merci pour l'information qu'ils essaient de aussi possible nous éclairer. Merci à la régie sans qui l'émission ne serait pas possible. Moi, par rapport à cet événement qui s'est passé en RCA avec ce Français qui a été arrêté, mais bon, d'après son passeport, moi je dirais juste un truc. Il y a déjà quelques années au Tchad, nous avons arrêté une association de Français. On va peut-être arrêter un peu avec le standard, on va certainement y revenir. Alors, André Christelle Fanga, il y a quand même ce qu'on appelle une intelligence, une sérieuse intelligence sécuritaire au centre de laquelle se trouve ce barbouze français, ce mercenaire français. Exactement. Je crois qu'il y a des services français. Vous avez les services de la DCE, plein de services qui travaillent pour, c'est-à-dire pour le compte de la République française. Aujourd'hui, quand vous regardez, tous ces services se sont déployés dans notre continent. Et des services comme Canal+, Canal Horizon, et RFI et tout cela font partie des services de renseignement français, font partie des services de barbouze français. Donc, aujourd'hui, nous parlons d'un mercenaire armé, de quelqu'un qui se passait même pour être journaliste. Alors, la question, c'est comment comprendre sa présence dans ce pays avec un type d'arsenal? Mais c'est clair, ça veut dire qu'il y a des complicités internes et externes. Ces complicités internes commencent d'abord par l'ambassadeur français en Centrafrique. Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai commencé d'abord à signaler que la première des choses qu'il faut d'abord, c'est d'arrêter l'ambassadeur de France. Comment un ressortissant français peut avoir ce genre d'arsenal dans un domicile? Connaissant bien que, premièrement, il a un faux passeport, ça veut dire qu'il a bénéficié d'une immunité. Ça veut dire qu'il a bénéficié d'une couverture. Ça veut dire qu'il a bénéficié de certains avantages. Et quand vous regardez avec la complicité de la France avec la rébellion de M. François Bozizé, vous voyez que la même méthode qui a fait venir M. François Bozizé en Centrafrique, parce que M. François Bozizé était sous mandat d'arrêt. Ah oui, tout à fait. Et il ne devait plus mettre pied en République centrafricaine. Mais vous avez vu, je vous le redis encore aujourd'hui, c'est un hélicoptère français qui a déposé M. François Bozizé au niveau de la frontière, au niveau de la Centrafrique, qui l'a permis de revenir et il a été sécurisé par ces Français-là. Donc, quand vous avez cette méthode, parce que vous savez que au Mali, la distance entre la RCA et le Mali, elle n'est pas très loin. Il y a une base française assez importante au Mali. On a une base importante au Tchad. On a une base importante au niveau même de l'aéroport de Bangui. Pas votre base? Non, pas notre base. Les bases françaises. Vous comprenez, militaires françaises. Donc, vous comprenez que l'entrée de ces barbouzes-là est facilitée à cause de ces bases militaires. Et c'est pour ça que je crois que c'est Mme Pinters aux États-Unis qui demandait de faire démanteler toutes ces bases-là. Et c'est ce que nous disons au quotidien. Parce que aussi longtemps que nous aurons ces bases militaires, en réalité, ce ne sont pas des bases militaires, ce sont des bases de terrorisme. Il faut se le dire clairement. C'est des bases de terroristes. Parce que la base militaire qui est en N'Djamena, la base militaire qui est en RCA, la base militaire qui est au Mali, ne sont pas là pour la sécurité, pour lutter contre le djihadisme. C'est en réalité pour déporter, pour porter et déposer les rebelles où il faut les déposer.
parce que c'est eux qui ont l'arsenal. Comment est-ce possible, avec les drones, avec tout le matériel sophistiqué, avec tous les éléments nécessaires que ces bases militaires ont? D'ailleurs, Maître Janvier Momo disait tout à l'heure, c'est à partir du GPS qu'ils ont localisé le président Déby. Je voudrais donner une autre information de plus par rapport à cet assassinat. Le président Déby était au Congo. Et à l'investiture du président Denis Sassou Nguesso. Et quand il échangeait avec un certain chef d'État par rapport à la situation de ces rébellions, et il annonçait déjà qu'il sera sur le terrain. Et c'est justement à partir de là que les services secrets français ont annoncé, ont alerté certains de leurs mercenaires de descendre sur le terrain, parce que d'ici peu, le président Déby va descendre sur le terrain. Donc c'est à partir de là que l'information commence à circuler, que le président Déby, dès qu'il va rentrer sur N'Djamena, par rapport après l'investiture, il va aller sur le terrain. Et c'est comme ça que les services secrets mettent des hommes et des femmes. Parce que quand vous allez constater dans cet assassinat, vous allez retrouver qu'il y a un agent français. Comment cet agent français a fait pour être épargné? Parce que cet agent français, au commandement français, c'est lui qui a alerté l'Élysée qu'il y a un problème ici. C'est lui qui a alerté plusieurs personnes qu'il y a un problème ici. Donc, c'est lui qui a même alerté, qui donnait des positions du président Idriss Déby, où on a formé sa tente de fortune, où il devait justement prendre le théâtre des opérations. Donc, vous comprenez que la France est tellement impliquée dans notre déstabilisation qu'il faut véritablement aller au bout de cette affaire. Donc, quand vous parlez des services d'intelligence, il y a plein de services d'intelligence. Il y a plein de services qui travaillent pour notre déstabilisation. Et nous devons travailler de façon qu'il faut les débusquer partout où ils se trouvent. Vous savez que nous sommes déjà la cible des agents français de la France. Ça, vous voyez les commentaires que RFI France 24 font sur Afrique Média, sur certains panélistes. Vous savez que les services secrets français ont mis des hommes et des femmes pour justement traquer certains panélistes d'Afrique Média et certains journalistes, où ils ont mis des systèmes en place pour mettre en mal. Donc vous comprenez qu'on a des problèmes sérieux dans notre continent, parce que il y a aussi des nègres de maison. Et ces nègres de maison, c'est eux qui ouvrent la porte à un nègre de maison comme François Bozizé, un nègre de maison comme Anissé de Longele, pour le cas de la Centrafrique. Donc, vous comprenez qu'il y a des complicités internes qui ont travaillé justement pour permettre l'installation de ces rebelles-là. Donc, le même hélicoptère qui a transporté M. François Bozizé de l'Ouganda pour le déposer en Centrafrique, parce qu'il n'avait pas droit de pénétrer le territoire centrafricain, et on le préparait justement dans la logique de déstabiliser la RCA, parce qu'en réalité, pour que tu puisses être candidat à l'élection présidentielle, il faut être assidûment dans ce pays-là pendant au moins 1 an. Et on a vu qu'il restait quelques jours, on a forcé l'entrée de M. François Bozizé en Centrafrique. Et c'est ce qui a été fait. Heureusement, la justice centrafricaine a fait son travail. Sa candidature a été invalidée parce que, étant condamné et tout le reste, mandat d'arrêt et tout le reste. Donc, aujourd'hui, la même stratégie a été mise en place en faisant venir ce mercenaire. C'était la même stratégie, justement, pour déstabiliser, pour faire le coup d'État. D'ailleurs, c'était parti, et M. Touadéra, jusqu'à présent, doit faire très attention, parce que ce mercenaire français n'est pas le seul qui est sur le territoire centrafricain. Il y en a plusieurs qui quittent même du Cameroun pour y aller. Nous connaissons déjà, nous avons leurs traces. Il faut savoir qu'il faut leur... Moi, je suis de la région de l'Est. Ouais. Je sais de quoi je parle. Chez moi, à Bertois, et au niveau de la frontière, je sais de quoi on parle. Vous comprenez? Et c'est pour ça que le ministère de la Défense du Cameroun a pris des dispositions au niveau de ce corridor-là pour sécuriser. Parce qu'en réalité, en dehors de ces mercenaires qui sont montés pour déstabiliser la RCA, il y a aussi une colonne qui est bien préparée pour venir déstabiliser le Cameroun. Donc, nous devons faire très attention. Et je pense que les gouvernements, que ça soit du Cameroun, de la Centrafrique, de la Guinée équatoriale, du Tchad et de tout le reste, doivent justement travailler en étroite collaboration avec certaines populations ou bien avec certaines intelligences pour débusquer, pour dénoncer justement ces gens qui sont tapis dans l'ombre pour déstabiliser nos États. C'est la même stratégie de l'assassinat de du président Idriss Déby, du maréchal. C'est la même stratégie qui est mise en place, parce que si on a raté de déstabiliser la RCA tout entière pendant la période électorale,
jusqu'à la fin, jusqu'au processus, alors là, maintenant, c'est la vie du président Touadéra qui est en jeu. Parce que le style d'armes, les jumelles qui sont là, c'est justement pour mettre des snipers, embusquer des snipers à certaines distances. Et faites très attention à cette MINUSCA. J'interpelle la République centrafricaine. Faites très attention à la MINUSCA avec certains dirigeants de la MINUSCA. Parce que ces dirigeants-là sont ceux aussi qui travaillent en connivence avec l'armée française ou bien avec des rebelles français, avec des mercenaires français. Donc quand vous avez un contingent de la MINUSCA, faites très attention parce que ces gens ne sont pas là véritablement pour travailler pour le compte de la sécurité de la RCA. La plupart vendent des armes aux rebelles. La plupart sont là justement pour donner des positions par rapport au déplacement du président de la République dans le territoire centrafricain. Donc, nous devons justement veiller pour que notre sous-région ne puisse pas être déstabilisée. Et attention, le président Faustin-Archange Touadéra, que les Russes, parce que l'un des objectifs, parce qu'on ne dit pas assez, l'un des objectifs de diabolisation de la Russie, ou bien des instructeurs russes, c'est pour qu'ils baissent la garde. La stratégie, c'est qu'ils baissent la garde par rapport, parce qu'ils sont ils sont des éléments de sécurité actuels aujourd'hui du président Faustin-Archange Touadéra. Ils sont là pour sécuriser certains sites importants de la RCA. Donc, c'est pour les décourager en leur disant, alors que nous savons tous que l'opération Sangaris a commis des dégâts visibles et palpables avec des preuves à l'appui. Quand on vient accuser les soldats russes d'avoir, ces mercenaires feraient quoi avec le Viagra? Posons-nous la question. Vous parlez de Guignolo. De Guignolo. Ce mercenaire faisait quoi avec le Viagra? Donc, vous comprenez, je vous ai expliqué tout à l'heure, il côtoyait tous les milieux de bordel et de tout le reste là, et tout. Et il était chargé du recrutement de la plupart des personnes qui étaient affamées et il leur donne un peu d'argent pour dire, allez donner des faux témoignages, que ça soit à l'ambassade de France, dans d'autres, chez les ONG pour dire que voilà, on nous vaut les militaires russes ou bien les instructeurs russes, nous violent, nous font ceci, nous font cela. C'est lui qui les payait. Cet argent vient d'où? Merci à vous, André Christelle Fanga. Je rappelle que l'émission reste ouverte, mais on va faire un peu de sport, c'est-à-dire qu'on va prendre la température au niveau de l'actualité sportive. C'est avec Premium Sport. Christelle Wandi est déjà en poste, chère madame. Bonjour, balle au pied ou raquette à la main, je sais pas. En tout cas, voici Premium Sport. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Hubert et Toundi, il n'y aura pas de raquette aujourd'hui, il y aura certainement la balle au pied avec bien sûr la mission d'inspection de la Confédération africaine de football qui arrive au Cameroun en vue du tirage au sort des éliminatoires, du tirage au sort de la compétition plutôt qui aura lieu au Cameroun en janvier 2022. Le tirage au sort, on le rappelle, aura lieu le 12 juin prochain, donc on connaîtra la composition des différentes poules en ce qui concerne l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en terre camerounaise. Avant ce jour, une mission d'inspection de la CAF va donc rejoindre le Cameroun pour inspecter le lieu désigné pour le tirage au sort. La Confédération africaine de football, en collaboration, on le rappelle, avec le comité d'organisation, prépare activement la cérémonie du tirage au sort qui aura lieu le 25 juin prochain du côté de Yaoundé. Ainsi, dans cette optique, Narcisse Mouelekombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, a annoncé une visite de travail de la commission d'inspection de la CAF au Cameroun entre le 9 et le 12 juin prochain. Pour cet événement, cette visite, on le rappelle, aura pour objet l'inspection du site proposé pour le tirage au sort de la CAN Total Cameroun 2021. La délégation de la CAF tiendra également des séances de travail avec la compagnie de production de l'événement, notamment le COCAN 2021, a-t-il expliqué. Pour rappel, la CAN aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Et puis, à la Confédération africaine de football, on procédait hier
au tirage au sort des compétitions féminines, notamment la Coupe d'Afrique féminine des Nations qui aura lieu du côté du Maroc du 2 au 23 juillet prochain. Le tirage au sort s'est donc effectué. Nous avons là en image les différentes poules constituées par zone. La zone UNIFAC qui verra le Congo s'affronter, tout comme le Togo qui jouera Sao Tomé. Le Gabon sera aux prises avec le Congo et le Cameroun qui affrontera la République centrafricaine. Et voilà donc à l'image, nous avons donc à l'image les résultats du tirage au sort de cette compétition. D'autres belles affiches seront au programme, tout comme Nigeria-Ghana, une finale durant les matchs des éliminatoires. Un gros, voilà, en ce qui concerne le football féminin en Afrique, passera au premier tour de cette compétition, notamment les éliminatoires, il faudra le rappeler, puisque le Nigeria sera aux prises avec le Ghana dans la zone CECAFA. Et puis la zone COSAFA aussi mettra aux prises de belles affiches, comme le Malawi qui affrontera la formation de la Zambie. Et puis, du côté du nord de l'Afrique, la Tunisie affrontera l'Égypte, sans oublier du côté de l'Afrique de l'Ouest, le Mali qui sera opposé à la Guinée-Conakry. Les U17 aussi étaient concernés par les tirages au sort à la Confédération africaine de football lundi dernier. Les affiches du premier tour se disputeront également par zone et plusieurs formations seront exemptées de ce premier tour. Donc lundi, du côté duquel la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des matchs du premier tour de la zone Afrique en ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde U17 féminine qui aura lieu en Inde en 2022. Et voici donc la constitution. La Guinée équatoriale affrontera le Kenya, la RDC jouera le Rwanda, le Sénégal sera opposé à la Sierra Leone, le Bénin jouera la Mauritanie et l'Érythrée, le Soudan du Sud. On rappelle que les matchs allés seront disputés entre les 7 et 15 juin prochain et les matchs retour seront programmés une semaine après les matchs allés. Et puis la Super Coupe de la CAF a également été programmée au Qatar. Elle opposera, on le rappelle, le vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière à la Renaissance sportive de Barkhane. La finale aura lieu un jour avant la Champions League européenne, dans le 29 mai prochain, du côté du Qatar. Après de multiples changements concernant la date en raison de la pandémie Covid-19, la Confédération a officialisé donc la tenue de la Super Coupe. Celle-ci aura lieu le 28 mai prochain du côté du stade Jassim bin Hamad de Doha, c'est au Qatar, nous l'avons dit tout à l'heure. Elle opposera donc les Égyptiens d'Al Ali, vainqueurs de la dernière édition de la Ligue des Champions, aux Marocains de la Renaissance sportive de Barkhane. On rappelle que la Renaissance sportive de Barkhane est déjà éliminée pour la Coupe de la CAF qui est actuellement à l'épreuve des quarts de finale. Et puis on va du côté de la RDC avec les grandes manœuvres qui se poursuivent au sein de la Fédération congolaise de football, en attendant la possible arrivée de Roland Courbis comme sélectionneur des Léopards. L'instance a officialisé dimanche soir la nomination de Claude Makelele au poste d'ambassadeur du football congolais. Le voilà donc en image. Claude Makelele, international français, il faudra le rappeler, d'origine congolaise. Il est né à Kinshasa, il est finaliste de la Coupe du Monde 2006. Il aura pour mission, selon la Fédération congolaise de football, de défendre le pays et de convaincre les joueurs binationaux à venir disputer les matchs avec la sélection nationale de la RDC. On rappelle qu'il succède à ce poste notre technicien international portugais Aziz Kakukula. Voilà donc désormais Claude Makelele. On aura certainement le message de la FECOFA sur son site, sur son compte Twitter, qui a été annoncé en ce qui concerne Claude Makelele, qui a donc rejoint la sélection de la RDC, les Léopards, plus précisément avec le concours de la réalisation. On aura certainement le message de la FECOFA. Le voilà donc la FECOFA, ce message qui annonce l'arrivée de Claude Makelele, ancien sociétaire des Blues de Chelsea. Et puis en Guinée équatoriale, la succession
à Gustavo Ndong sera lancé le 15 mai prochain. Voilà, nous avons donc en image Thomas Ndong qui a posé également sa candidature pour bien sûr être le prochain président de la Fédération équato-guinéenne de football. Le compte à rebours de la prochaine assemblée élective à cette fédération est donc plus que lancé. Les élections auront lieu le 15 mai prochain et les candidats se déterminent déjà. Le premier à confirmer ses prétentions de rediriger la FEGIFOOT, c'est bien sûr Gustavo Ndong, le président, on rappelle, actuel, qui a annoncé sa candidature le 5 avril dernier. Et puis, on rappelle que Thomas Ndong Micha lui a emboîté le pas. Le voilà donc en image. Il est le candidat, on va le rappeler ainsi, très soutenu du côté de la Guinée équatoriale. L'une des grandes aspirations de ce dernier, au cas où il deviendra président de la plus haute institution du football du côté de la Guinée équatoriale, est de faire en sorte qu'il y ait des ligues nationales et qu'il y ait une bonne harmonie et une transparence dans tous les sens entre la FEGIFOOT et toutes les équipes. Voilà donc les ambitions de Venancio Thomas Ndong qui aspire à la présidence de la Fédération équato-guinéenne de football. On prend une petite transition et on revient derrière pour poursuivre. Et c'est Mohamed Salah qui ouvre cette deuxième partie de Premium Sport alors qu'il traverse une saison compliquée avec sa formation Liverpool. Mohamed Salah a reçu les Laurus de l'inspiration sportive 2021. C'est un prix récompensant un sportif ayant œuvré pour la communauté internationale en dehors de sa discipline. Eh bien, les Laurus Awards sont décernés chaque année, on le rappelle, aux sportifs les plus influents de la planète. Et Mohamed Salah, l'Égyptien, a été donc désigné à Séville. Et puis l'Espagnol Rafael Nadal a aussi été élu sportif de l'année. Le Suédois Armand Duplantis, britannique Lewis Hamilton, LeBron James, eux aussi ont été décorés. Mais Mohamed Salah a représenté l'Afrique en étant décoré du côté des Laurus Awards. Je vous propose qu'on écoute le coach de Mohamed Salah du côté de Liverpool, Jürgen Klopp, qui dit tout le bien qu'il pense du capitaine de la sélection égyptienne de football. Écoutons Jürgen Klopp. Quand on pense à Mo Salah, on pense avant tout à un joueur de football exceptionnel, un grand buteur, un super technicien et un beau garçon aussi. Ce que vous ne voyez pas ou ce que vous ne savez peut-être pas, c'est quel genre de bonne personne il est. Et si je vous dis qu'il est une personne encore meilleure que le joueur, alors vous pourrez peut-être vous faire une idée du genre de chic type qu'il est. Qualité qu'il est prisé par plusieurs clubs, notamment Chelsea, qui le 29 mai prochain disputera la finale de la Coupe de la Ligue des Champions. Thomas Tuchel et Chelsea lorgnent déjà sur l'international égyptien, mais pour l'instant il n'en est encore rien puisque le contrat de Mohamed Salah s'achève jusqu'en 2023 avec la formation de Liverpool. On referme cette édition de Premium Sport par une note triste. Dieudonné Ntep, le sélectionneur de l'équipe nationale de cyclisme du Cameroun, qui est décédé hier du côté de Yaoundé aux alentours de 17h entre Yaoundé et Bankomo sur l'Arcelou. Nous avons donc en image l'accident qui est donc survenu entre le bus transportant le sélectionneur national de l'équipe de cyclisme et un camion, le véhicule à bord duquel les membres de la délégation se trouvaient, la voiture balai de la FICA Cyclisme qui a déjà effectué plusieurs déplacements. On rappelle que 2 des 3 rescapés de l'accident de la circulation qui a emporté le coach Dieudonné Ntep le 10 mai dernier. Il s'agit du mécanicien de l'équipe nationale Oueka et le responsable médical, monsieur Naï. Le chauffeur Maï est également sain et sauf. Ils s'en sont sortis juste avec 2 légères blessures, contrairement à Dieudonné Ntep, l'entraîneur national de la fédération camerounaise de cyclisme, qui lui a rendu la vie
a rendu l'âme sur place. On rappelle que son corps inerte a été déposé dans une morgue du côté de Yaoundé. Merci donc de nous avoir suivi. L'information est en continu sur Afrique Média. Ligne rouge se poursuit avec Hubert Etundi à la présentation. Merci à vous, chère madame. On revient donc dans ce studio après Premium Sport. Peut-être on va faire un autre arrêt tout à l'heure pour d'autres rubriques. On va aller peut-être dans le grand zoom, prendre Alain Jules Meignet et Luc Michel. Alors, Alain Jules Meignet, vous avez écouté les téléspectateurs, vous avez écouté justement André Christelle Fanga, vous avez écouté le patriarche là ici au téléphone, vous avez écouté Maître Javier Momo. Il y a quand même une préoccupation qui est centrale dans cette affaire, c'est que c'en est quand même de trop. Ce jeu qui perdure, qui dure et qui perdure. On dit que tout ce qui est excessif est insignifiant, mais quand on voit ce qui se passe là, je crois que c'est le trop. Alors, lors de mon propos là, au départ, n'est-ce pas, de cette émission, j'ai dit quelque chose, bon, beaucoup de gens n'ont pas compris. J'ai dit que la presse française n'en parle pas. Il fallait comprendre ce que je voulais dire par là. C'est-à-dire que c'est le décryptage des articles d'Europe 1 et de comment ça s'appelle, et RFI qui m'ont fait dire ça. Alors, quand vous lisez le truc, le machin de RFI, de 7 lignes ou 6 lignes, alors qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Ils mettent entre guillemets ressortissants français. Ça veut tout dire. Or, on a bien vu un passeport, et ils font pourquoi? Ils font simplement parce qu'ils savent très bien que si on va dans toutes les mairies, on regarde les états civils, etc., Guignolo, One Remy n'existe nulle part. Vous savez, dans ce monde de barbouze, comment on traite ces gens qui ratent leur mission? C'est-à-dire que quand on vous arrête, on vous traite, ils ont un terme, c'est-à-dire que dans ce monde-là, on vous traite simplement de, comment dire, de baltringue. C'est-à-dire que quelqu'un d'incapable n'a pas réussi sa mission. Et du coup, on vous ignore. Ce monsieur, demain, ne pourra pas, puisqu'il est venu avec une fausse identité. Il ne peut pas dire qu'il est français. Même s'il a un passeport français. Ils diront simplement que voilà, écoutez, il a dû avoir ce passeport-là, ça a été fait quelque part, peut-être dans une imprimerie à Bangui. Les gars, pour vous dire ça. Et quand vous réfléchissez, vous dites, mais attendez, à ce que je sache, franchement, il n'y a pas de blanc centrafricain. Peut-être, certains qui ont eu la nationalité parce que bon, ils sont là depuis. En réalité, ce qui se passe, c'est de la falsification. C'est pour cela que je dis que la presse française n'en parle pas. Il n'y a qu'Europe 1 qui a essayé de faire un article, etc. Mais derrière, là, ils prennent des précautions, comme par hasard. Ils prennent des précautions. Alors que, quand il s'agit de lyncher un chef d'État africain, quand il s'agit de lyncher, n'est-ce pas, un footballeur africain qui joue dans le championnat de France, parce qu'il a commis un petit truc, ils vont directement au but. C'est vrai qu'ils vous assassinent. C'est comme ça que ces gens agissent. Mais là, ils sont piégés et ils font semblant. Ils doutent de la nationalité du monsieur. Parce que quelque part, il disait tantôt qu'il était journaliste français, et d'autre part, il disait qu'il était russe. Donc, vous voyez très bien comment ces gens-là fonctionnent. Et même les barbouzes savent très bien que, bon, voilà, si je rate ma mission, je suis perdu. À l'époque, autant les barbouzes, parce que, bon, tous les grands pays ont des barbouzes, nos amis russes, à l'époque, on donnait du cyanure aux espions. C'est-à-dire que, si on vous prend la main dans le pot de confiture, vous avalez du cyanure. Donc, je crois que ce qui se passe, et ce qui va même se passer, c'est que la France, par rapport à RFI, cette ligne éditoriale qui est très claire, Europe 1, etc., vous comprenez qu'il y a en France ce qu'on nomme une espèce de journalisme patriotique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que quand la France va en guerre, c'est tout le pays qui va en guerre.
Et je crois que ça doit apporter quelque chose de pertinent au niveau de certains journalistes qui ne savent pas défendre leur pays. Quand un pays est en guerre, il faut défendre son pays. Et donc, aujourd'hui, par rapport aux sorties des journalistes français, qui disent oui, voilà, les photos circulent sur les réseaux sociaux, etc., mais ne diffusent aucune photo, ni du passeport, ni du visa, alors que tout ça est sur les réseaux sociaux. Et les choses sont très claires. Il y a le nom de la personne qui délivre le passeport, commissaire divisionnaire malien, etc., etc. Ils ne le montrent pas. Ça veut dire qu'ils sont dans une dynamique de protection de leur pays. C'est-à-dire que ces gens protègent leur pays. Donc, j'en appelle aux journalistes africains qui ont souvent tendance à dénigrer leur propre pays. Ils ne comprennent absolument rien. Et il faut qu'ils prennent de la graine. Peut-être que, quelque part, on leur donne de l'argent. Les gens, comment dire, je crois que c'est M. Fanga qui parlait des nègres de maison. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce dossier-là, effectivement, les autorités centrafricaines doivent être, à la limite, radicales. Je n'entrerai pas dans la dynamique de notre cher ami qui appelait des États-Unis en disant que oui, voilà, c'est un bonhomme qu'on doit tuer sur la place publique. Non, je n'entrerai pas à ce niveau-là. Mais maintenant, quand on voit la réalité des choses qui se passent, il faut comprendre qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave qui est en train de se jouer. Imaginez-vous un seul instant, c'est vrai qu'il y a des institutions. Si le président Touadéra est assassiné, qu'est-ce qui va se passer? La Centrafrique est déstabilisée, le chaos s'installe, et après, le Cameroun est à côté. Donc, je crois que les gens doivent comprendre qu'aujourd'hui, je parlais de coopération africaine, il faut à tout prix que les pays africains coopèrent. Parce que quand on voit le passage, si ce monsieur n'avait pas pris l'avion, il serait passé par le Niger, ensuite il embrayait par le Tchad et arrivait en Centrafrique. Mais il a pris un vol régulier qui lui a fourni des armes en Centrafrique. Il faut creuser, il faut savoir. Donc je crois que les Centrafricains, je vais y arriver, nous diront qui sont à l'origine de l'armement de cet homme-là. Et à Bangui, vous vous rendez compte? Dans la capitale, on sait qu'il y a une base française. Qui a fourni des armes à ce monsieur à Bangui? Parce qu'il ne pouvait pas voyager dans un vol régulier avec ces armes-là, cet arsenal-là. C'est pas possible. Donc, je crois que il y a des choses qui se passent qui sont terribles. Et on comprend que c'est une puissance étrangère. On ne peut pas avoir cet équipement-là. Des armes, des munitions et le reste. Ce n'est pas possible qu'un simple individu lui ait fourni ça. C'est forcément un État. Et quel est cet État-là? Je dirais pas vite en besogne. Mais il y a un problème qui se pose, c'est que ce monsieur était en mission. Il n'y a pas de hasard. Dans cette affaire-là, il est venu pour déstabiliser la République centrafricaine. Il est sur le terrain pour tuer le président Touadéra. Ça, je peux l'affirmer. Je peux l'affirmer. Et donc, on sait que si le président Touadéra est assassiné, le chaos s'installe. C'est aussi simple que ça. Regardez le parcours de cet homme-là, qui arrive le 11 septembre 2020 avec un visa malien à Bamako. Ensuite, il arrive le 7 octobre 2020, donc il met quelques jours au Mali. C'était pourquoi? Il y a aussi des Français là-bas. Et il arrive le 7 octobre 2020 à Bangui. Et nous sommes le 11 mai. Sachez que le visa de ce monsieur se périme ce jour. Son visa malien se périme ce jour. Donc, il n'a pas réussi sa mission. Et c'est pour cela que je disais que c'est un baltringue qu'on va rejeter. Personne ne le reconnaîtra. Personne ne le reconnaîtra. Parce que son identité est fausse. Et la France va vous dire que, mais non, ce n'est pas un Français. C'est tout. Donc, je crois que j'ai entendu le patriarche Villeroy, qui a été très clair. Donc, et puis, les gens ont appelé, etc. Mais je veux dire, avant de terminer, il y a, je crois, si je ne m'abuse, M. Diop qui a appelé, qui disait que, ouais, voilà, il y a des militaires français des généraux
qui ont signé une tribune dans Valeurs Actuelles. Et ensuite, maintenant, ce sont des militaires en service qui ont signé pour indexer le président Macron. Donc, je veux dire que bon, c'est vrai qu'il y a des institutions fortes en France et il ne peut pas avoir un coup d'État comme ça. Ce n'est pas possible. En revanche, ce qui se passe, c'est que c'est l'extrême droite qui est derrière. Nous, qu'on accuse, et ça, Afrique Média, d'être d'extrême droite, d'être des nazillons, il faut que RFI parle de ça. Valeurs Actuelles est un journal, le propriétaire, c'était un franco-libanais, et donc on ne comprend pas sa ligne éditoriale, qui est contre les musulmans, qui, à la limite, est en train, à la veille de l'élection présidentielle ici en France, de vouloir faire que l'extrême droite arrive au pouvoir. C'est simplement ça. Ce sont les gens qui travaillent pour Marine Le Pen. On le comprend très bien. Hein. Et, il faut pas avoir fait Sciences Po pour le maîtriser. Donc ça que je voulais dire à l'auditeur, je crois Monsieur Diop, qui a appelé tout à l'heure, que bon, voilà, ce sont des manœuvres simplement. Valeurs Actuelles, c'est l'extrême droite française, et puis ils veulent arriver au pouvoir. Voilà. Vous, Alain Jules Millet, pour ces précisions assez importantes. Luc Michel, on va le retrouver dans quelque chose comme 3, 4, 5 minutes. Le temps de recevoir Sharon Téchou, qui est déjà avec nous, pour nous balader dans les kiosques. Good morning. Itundi, good morning to the thousands of televiewers following the press review this morning on the Pan-African television. We begin with the Star newspaper of Kenya this morning, which writes on the underdogs upset giants in the 2020 KCSE. The paper continues that little-known schools emerge top performers, eclipsing big names that traditionally dominate top slots. More on these stories can be read on pages 2, 3, 4, 5, and 6 of the Star newspaper. Page 7 of the Star newspaper still writes, Raila moves to forestall BBI fallout and end ODM fighting. We now move still in Kenya with the Daily Nation, which opens with the best of the best, saying that despite COVID-19, more candidates score A's and even more qualified to join universities. We continue with Business Daily of Kenya this morning, which talks of a rise on home prices as land value increases. The paper also talks on the Kenya Certificate of Secondary Education examination list of A scores, which defies COVID, up 42 PC. We continue with the New Vision newspaper of Uganda, which reports that Ekweru speaks out on slapping priests as the Church of Uganda condemns ministers' conduct. Page 34 of the paper has more. The paper in picture writes all set for President's swearing-in ceremony. The paper also reports that fuel tankers have been named, roads blocked, traffic guides in sight, and security tight ahead of President Museveni's swearing-in ceremony. Pages 8 and 9 gives us more details in view of tomorrow's event. Moving on with the New Era newspaper of Namibia, which reports that police accused of brutality and wrongful arrests. Page 3 of the paper says Shangula warns about vaccine misinformation in Namibia. The Namibian this morning writes battle to fish course souls. Details of this story can be read on page 1 of the Namibian newspaper. The Namibian also writes of a family's despair over baby born without eyes. We are in Nigeria with the Nigerian Tribune this morning, which informs of security breach at Buhari's Coast Aso Rock residence. The paper continues that presidency confirms Bogians made foolish attempt. Page 29 of the paper has more. Page 3 quotes the spokesman of the NEF, who says that Buhari should be removed if he can't guarantee security in the country. More interesting stories can be read on pages 6 and 26 of the Nigerian Tribune. Still in Nigeria with the Punch newspaper, the paper opens with experts warn as federal government restricts gathering, revive curfew, and bans nightclubs and others. More on this ban can be read on page 2 of the Punch newspaper. Other newsworthy stories equally can be read on pages 4, 5, and 19 of the Punch newspaper.
Over to Cameroon with the Post newspaper, which banners police arrest Kondengi prisoner for attempting to dupe African leaders. Still on its front page, the paper writes, SDF pressures government to prop into the use of COVID-19 funds. Other interesting stories can be read on pages 3 and 5 of the Guardian Post newspaper. The press review continues with the New Times. Rwanda, the paper on its front page, titles The Untapped Potential of Macadamia and the Gold Nuts. See page 3 for more details. Meanwhile, page 12 of the paper questions who concealed the information on genocide victims in Kigali. You can equally read about the news, this story rather, on the New Times Rwanda newspaper. We take you to Zimbabwe with Daily News, which opens with MDC factions in drag free for all, as several supporters are injured in Harare brawl. Page 1 of the paper has more on that story. Over to South Africa with the Sowetan newspaper, which highlights on the Hobson's choice for ace. The paper continues that NEC orders suspended ANC Secretary General to apologize publicly for his conduct or face post-suspension or disciplinary action. On the other hand, Business Day South Africa says Ramaphosa makes no show of unity as ANC is left bruised by the NEC meeting. The Daily equally writes that the managing director and chief executive of the Spur Group, Van Tonda, is remembered as an impeccable leader. We move to the Jerusalem Post this morning, which writes that Israel Defense Forces braces for combat as rocket targets Jerusalem. The paper continues that more than 100 projectiles, including anti-tank missiles, were fired in Israel. In all, 20 deaths were recorded, including 9 children. We take you right away out of the continent with the Wall Street Journal, which states that new clashes in Jerusalem spark fears of wider conflict. The paper also reports that children 12 to 15 are cleared by the FDA to get Pfizer vaccine. The Guardian this morning quotes Reyna, who says Labour has talked down to vote for too long. The deputy leader asserts her role as party's voice of the working class. We end with the Financial Times this morning, which talks of record iron ore prices signals raw materials boom as economic surge. The paper also talks of Israel injuries following clashes rocking Jerusalem. Thanks for listening. That's what we had for you on today's edition of the Press Review. À vous le plateau, Hubert Etundi. Merci à vous, Sharon. Alors là, on est pratiquement arrivé au terme de cette édition. C'est vrai, Luc Michel avait un ensemble de fondamentaux à développer. On va certainement revenir avec d'ailleurs la demande des téléspectateurs ce matin de revenir plusieurs fois sur ce fameux Guignolo, parce que c'est son nom, Guignolo, qui est en intelligence parfaite avec tout ce qui se passe comme coup d'État depuis le putsch manqué en Guinée équatoriale, le putsch manqué en RCA et justement cette fois-ci l'assassinat du président Idriss Déby Itno avec les informations données tout à l'heure à partir de l'investiture du président Denis Sassou Nguesso. Merci André Christelle Fanga pour votre présence sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous avoir eu ce matin. Très nombreux sur les réseaux sociaux, mais aussi très nombreux à nous appeler. Il y a certains qui n'ont pas pu avoir à nous rejoindre au téléphone, mais c'est certain, ce sera chose faite pour une autre fois. Merci à vous, Luc Michel, géopoliticien, toujours présent à Bruxelles, Alain Jules Meignet, qui va certainement se remettre de cet accident, et Javier Momo qui était au téléphone, qui est sur le terrain de l'information et de l'investigation. Et le patriarche Bilois ici à Yaoundé, j'ai cité André Christelle Fanga sur ce plateau. Madame, et messieurs, Steli Rouge, Afrique Média, Le Monde, c'est nous, bonjour. Africa!